Bonjour à tous, aux gens d'Amos et de Rouyn-Noranda. Bienvenue à ce premier dîner-conférence autochtone de l'année 2014-2015. Ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Francis Lévesque, professeur-chercheur à l'unité de formation et de développement des programmes autochtones de l'UQAT. Alors aujourd'hui, M. Lévesque va nous présenter une conférence intitulée « On dirait qu'il y a eu une tentative de génocide quand nos chiens ont été tués. Anthropologie d'une controverse autour de l'abattage des chiens des Inuits dans l'Arctique oriental canadien entre 1957 et 1965. » Francis Lévesque travaille avec les Inuits du Nunavut depuis 2000. Il est principalement intéressé à l'histoire des rencontres entre les Inuits et les administrations nordiques du 20e siècle. Il a travaillé aussi sur l'éducation postsecondaire du Nunavik et du Nunavut, sur l'intégration des savoirs traditionnels dans les structures administratives au Nunavut, de même que sur les impacts sociaux du développement minier sur les communautés autochtones nordiques et de façon générale, il s'intéresse aux enjeux qui touchent les communautés autochtones au Canada. Alors, je vais laisser Monsieur Lévesque nous présenter sa conférence. Merci, bienvenue. Merci d'être là. Je suis content de voir qu'il y a quand même beaucoup de monde. Je vous fais une présentation aujourd'hui qui traite principalement, que j'ai tirée de mes études doctorales que j'ai faites en 2002 et 2008. C'est une présentation que j'ai présentée quand même assez souvent. J'ai beaucoup de contenu, j'ai pris des notes, j'ai gardé des notes parce que sinon je peux m'éparpiller un peu partout. Il y a toutes sortes d'aspects que j'aimerais beaucoup élaborer, que je ne pourrais pas élaborer. Puis je vais sûrement vous le rappeler à plusieurs occasions, mais on pourra discuter après si vous me laissez aller manger. L'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui concerne les Inuits de l'île de Baffin et puis ceux du Nunavik. Puis elle s'attarde à l'abattage de leurs chiens par divers agents gouvernementaux entre 1957 et 1965. C'est une histoire qui aborde un sujet ultra sensible et encore douloureux aujourd'hui pour plusieurs Inuits, surtout les aînés qui ont passé à travers ces événements-là. C'est aussi et surtout une histoire très complexe au cœur de laquelle se retrouvent des chasseurs nomades qui étaient trappeurs de profession et puis des administrateurs coloniaux désireux de développer le Nord et d'amener à ses habitants, les Inuits, tous les bienfaits de la civilisation. Prenez-moi pas au premier degré, s'il vous plaît. L'histoire que je vous raconte, c'est aussi la mienne. C'est pas celle des Inuits, c'est pas celle de leurs organisations, c'est pas celle non plus des administrations provinciales, territoriales et fédérales. Cette histoire-là, je l'ai créée du mieux que j'ai pu et avec la meilleure foi possible suite à des séjours de plusieurs mois dans le sud de l'île de Baffin où j'ai eu l'occasion de tisser des liens avec beaucoup d'Inuits, mais aussi avec beaucoup de policiers de la GRC qui travaillaient sur place. Et puis, c'est une histoire que j'ai construite aussi à partir d'une centaine d'entrevues que j'ai effectuées moi-même, mais aussi des entrevues qui ont été effectuées par les gens de la Société Makivik au Nunavik et des gens de la Penticton Inuit Association sur l'île de Baffin. Et bien sûr, c'est une histoire que j'ai construite à partir de documents d'archives, des archives nationales à Ottawa, puis de celles des territoires du Nord-Ouest à Yellowknife. Mon histoire, à moi, j'aime ça débuter là parce que des fois on se rend compte qu'en recherche, ça prend des hasards. Elle débute en 2002 alors que je venais de finir ma maîtrise, que je savais pas vraiment où je m'en allais. Je savais que je voulais continuer à travailler dans l'Arctique, je savais que je voulais travailler dans une perspective historique. Et je ne savais pas sur quoi, puis à un moment donné, durant le courant de l'été, j'ai lu un éditorial dans Nunatsiaq News, qui est le journal du Nunavut, un peu du Nunavik aussi, le journal principal de l'Arctique, dans lequel Jim Bell, qui est l'éditorialiste principal du journal, racontait cette histoire-là. Racontait l'histoire des chiens, puis disait, à la fin, il disait, écoutez, ça prend quelqu'un pour faire l'histoire de ce qui s'est produit. Puis là, il a fait, c'est moi. C'est moi, exactement. Je vais travailler là-dessus. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire une revue de littérature sur ce qui s'était écrit sur ce sujet-là pour me rendre compte rapidement qu'il n'y avait strictement rien dans la littérature scientifique et historique, ce qui est absolument merveilleux quand tu es un chercheur de tomber sur quelque chose qui n'a jamais été vraiment exploré. Les seuls articles à ce moment-là, c'est sûr, je n'étais pas encore allé aux archives, je n'avais pas encore rencontré des gens, là, je faisais juste débuter.
Les seuls articles que j'avais trouvés, c'était des articles dans le Nunavik News, dans certains autres articles, dans certains autres journaux, nordiques, qui présentaient, en gros, en grande ligne, deux discours. Ils présentaient le discours d'organisation inuit, la Société Makivik, et puis je vais les appeler QIA, le Creighton Inuit Association, qui représente les Inuits de l'île de Baffin. Et eux disaient dans leur discours que dans les années 50-60, le gouvernement fédéral avait eu une politique d'abattage systématique de tous les chiens des Inuits dans les années 50-60. C'est une politique qui aurait été adoptée, selon eux, pour forcer les Inuits à demeurer dans les communautés qui étaient nouvellement créées à cette époque-là, et donc privés de moyens de se déplacer sur le territoire, privés de moyens d'aller chasser, parce qu'on était à l'époque avant l'introduction des motoneiges aussi, ce qu'il faut retenir. Les Inuits auraient été confinés aux communautés, et puis ils auraient été obligés d'apprendre le mode de vie occidental. Pour les deux organisations inuites, c'est une politique qui aurait mené à l'abattage de 20 000 chiens au moins au Nunavut et au Nunavik. Et puis, ce qu'on retrouvait aussi dans les journaux, c'est des citations d'Inuits. Les journalistes allaient voir des Inuits, des citations comme celle-ci qu'on retrouve ici, que j'ai traduite de l'anglais. On dirait qu'il y a eu une tentative de génocide quand nos chiens ont été tués. Et comme je vais vous en donner d'autres exemples tout à l'heure, là, c'est pas une citation unique à frappe, mais c'est une citation, c'est un état d'esprit qu'on retrouve dans l'espace, donc dans d'autres communautés, puis dans le temps aussi. L'autre discours qui était véhiculé dans les articles que j'ai dit au début, c'était celui du gouvernement canadien et un petit peu du gouvernement québécois, mais vraiment on en parlait. Le gouvernement québécois a été assez silencieux sur tout ce dossier-là, jusqu'à temps qu'il fournisse des excuses et puis quelques compensations suite au rapport Proto en 2010. Mais c'est pour ça que je vais surtout me concentrer ici sur le gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral disait que son corps policier, la GRC, avait effectivement tué certains chiens, mais que ces chiens-là étaient malades ou errants, qu'il n'y avait jamais eu de politique d'abattage systématique des chiens, et qu'au contraire, en fait, le gouvernement fédéral avait tout fait en son possible pour aider les populations canines dans les années 50-60 en mettant sur pied des campagnes de vaccination importantes contre les épidémies qui sévissaient à l'époque, et puis aussi en important de la nourriture qu'on donnait aux Inuits, et même en transférant des chiens de communauté à d'autres communautés où il n'y en avait pas. Donc, moi, j'étais frappé, je m'interrogeais, je disais, wow, c'est vraiment incroyable qu'il y ait deux discours, deux interprétations si différentes d'événements qui se sont déroulés il n'y a quand même pas si longtemps que ça. Ça fait 60 ans, à l'époque où j'ai commencé à travailler là-dessus, ça en faisait 50. Donc, c'est vraiment un sujet qui m'a touché profondément. Comme je disais tout à l'heure, j'étais très heureux qu'il n'y ait rien d'écrit là-dessus. J'étais aussi intrigué par les deux discours et j'étais très intrigué par les références au génocide. Puis là, c'est ce que je disais, j'ai pas encore trouvé le meilleur moyen. Ça marche pas. Je vais y aller avec le clavier. Comme je vous disais, plusieurs citations. Celle-ci, je l'ai retrouvée dans un rapport qui a été donné au gouvernement fédéral par Toshio Yatsushiro, dont on va voir des photos tout à l'heure, qui a été dans le sud de l'île de Baffin, à Frobisher Bay, qui s'appelle maintenant Iqaluit, durant les étés 58-59. Et puis, lui, bon, une des citations que j'ai tirées dans ses rapports, c'est au début, je pensais tuer le policier, mais maintenant, ça ne me dérange plus. Peut-être qu'après, il n'y aura plus autant de chiens comme la police les tue. Dans 5 ans, il y aura sans doute plus de chiens. À ce moment-là, la police tuera peut-être les Inuits comme elle a tué les chiens. Celle-là, bon, que j'ai trouvée dans le Nunavik News. Celle-ci que j'ai tirée de mes entrevues. Le gouvernement a essayé de nous tuer en abattant les chiens dont nous dépendions pour notre survie, mais heureusement, les Inuits sont résilients et supportent les difficultés. Une troisième, quand nos chiens ont été tués, c'est comme s'ils étaient venus pour nous tuer aussi, même si nous ne sommes pas morts comme nos chiens. Et puis une troisième, puis là je remercie Mylène qui m'avait sorti hier, qui est tombée dessus par hasard, et puis qui est aussi très parlante, puis qui vient de Salamiva Witaluk de Kujarapik, qui dit « Ma mère a beaucoup pleuré quand ces hommes habillés en rouge tuaient les chiens. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait, parce que je ne l'avais jamais vu pleurer de toute ma vie, et elle a dit « Ils tuent notre vie. » Donc, des témoignages très, 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 très forts que je comprenais plus ou moins, puis je me suis dit, ben écoute, je vais m'installer et on va essayer de comprendre toute cette espèce d'histoire-là où il y a différentes interprétations divergentes et puis on va essayer de trouver ce qui s'est produit. Puis j'avais principalement 3 objectifs à ce moment-là.
je voulais faire un portrait historique. Je ne suis pas historien, mais je voulais avoir une idée minimale de ce qui s'était produit au moins à ce moment-là. Je voulais comprendre aussi l'interprétation des Inuits, pourquoi les organisations Inuits, par exemple, parlaient d'abattage systématique, pourquoi les aînés Inuits qui ont vécu ces événements-là parlaient de génocide, pourquoi ils pensaient aussi que les policiers allaient probablement ou peut-être les tuer par la suite. Puis je voulais comprendre la logique derrière les gestes commis par les administrations coloniales nordiques, gouvernement fédéral, provincial et territorial, pourquoi ils ont tué des chiens, mais en même temps, pourquoi ils ont leur ont aussi donné de la nourriture, pourquoi ils les ont aussi vaccinés. Donc c'est une espèce de dynamique que je trouvais un peu contradictoire. Et en même temps, je me disais, je suis convaincu que c'est pas contradictoire, je suis convaincu qu'il y a une logique, et je vais essayer de la découvrir. Puis, donc c'est les trois objectifs que je m'étais donné. Parce que normalement, je m'adresse à des gens qui connaissent beaucoup les Inuits dans des congrès d'études Inuits et tout, fait que je n'ai pas à introduire qui les Inuits. Je vais quand même le faire ici rapidement pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Les Inuits habitent l'Arctique canadien, l'Alaska et le Groenland, qu'ils ont colonisé il y a à peu près 1000 ans. Donc c'est un peuple autochtone assez récent. Ils ont remplacé un autre, les Dorsétiens qui habitaient là avant, un autre peuple autochtone. Les Inuits vivent bon, j'ai surtout travaillé, je me souvenais pas que j'avais dit ça là, surtout travaillé sur l'île de Baffin, puis c'est les Inuits dont on va parler, ce sont ceux de l'île de Baffin et ceux du Nunavik, donc on les appelle les Inuits centraux, c'est les Inuits qui correspondent à nos stéréotypes des Inuits avec les grands attelages de traîneaux, les igloos et tout le kit, là, parce que ailleurs c'est moins le cas, mais bon, les Inuits de ces régions-là, j'utilise toujours mes vieilles photos d'archives, chassaient le phoque, comme vous voyez, sur la glace, ou pêchaient le poisson aussi sur la glace. J'ai mis une photo d'attelage, une vieille photo d'attelage, parce que j'en ai pas vraiment des bonnes de l'Arctique central, mais c'est une photo du Groenland, puis je sais qu'il y en a qui m'ont entendu parler de ça cette semaine. Ça me tente un peu que ce soit une photo du Groenland, mais puis on le reconnaît parce que l'homme a des pantalons en ours, ce qui est très rare dans l'Arctique central, puis un guidon en arrière du traîneau, ce qu'on retrouve pas du tout dans l'Arctique central. Mais bon. Les Inuits utilisaient aussi des bateaux en été. Ça, c'est un kayak, le kayak que les Inuits ont inventé et qui est utilisé maintenant largement. Et ils utilisaient l'Umiak, qui était le bateau des femmes, qu'on utilisait aussi pour la chasse à la banane. Photo de maison, vous avez tous déjà vu un igloo. Vous avez probablement jamais vu l'intérieur d'un igloo. C'est en couleur, surtout. C'est une photo assez rare. On voit bien la fonte de la neige. On voit le coup de lit qui est la lampe qui est éclairée avec... où on brûle du gros de phoque, on voit les marmites, on voit aussi le séchoir pour les mitaines et tout le kit. La tente l'été, le Kammark, qui est la maison de tourbe, qui a été utilisée au Groenland, dans l'Ouest canadien aussi. Au milieu des années 50, dans l'Arctique central, donc les régions que j'ai entourées tout à l'heure, les Inuits commencent à se sédentariser. C'est une sédentarisation qui s'explique en grande partie par une expérience coloniale tout à fait particulière qui est différente de celle vécue par plusieurs des autres peuples autochtones qui ont vécu une expérience coloniale beaucoup plus tôt. Les Inuits, jusqu'au milieu des années 50, vraiment, surtout dans l'Arctique central, ils étaient laissés seuls par les autorités fédérales qui ne voulaient pas trop se mêler de leurs affaires parce qu'ils se disaient, bon, ces gens-là vivent tout seuls, on n'a pas besoin de leur donner d'argent, tout, ils font leurs affaires, ils sont autonomes, on s'en occupera pas. Donc, jusqu'au milieu des années 50, ils ont été laissés relativement tout seuls. Comme on va voir tout à l'heure, la sédentarisation du milieu des années 50, début des années 60 a changé ça. En fait, ce qui s'est produit, c'est que suite à la Seconde Guerre mondiale, le prix de la peau de renard que les Inuits échangeaient au comptoir de la Compagnie de la Bédition a chuté. On s'entend qu'en Europe, après la Deuxième Guerre mondiale, la mode, c'était pas une priorité. Donc, les Inuits qui trappaient le renard arctique pour vendre la peau à la Compagnie de la Bédition ont perdu énormément d'argent. La peau qui valait 45$ la peau, par exemple, son prix est tombé à moins de 5$. Donc, les Inuits avaient plus de retombées d'argent suffisantes. Ils se sont donc dirigés à ce moment-là dans certaines communautés, comme Frobisher Bay, qui est devenu Iqaluit dans le sud de l'île de Baffin, où on construisait, pendant la Deuxième Guerre mondiale et suite à la Deuxième Guerre mondiale, des infrastructures militaires. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Américains s'étaient installés pour construire des aérodromes, des bases en fait. L'idée c'était de construire des pistes d'atterrissage pour réussir à amener les avions qui ne se rendaient pas de manière autonome en Europe pour réussir à combattre les nazis.
Puis on voulait pas mettre les avions sur des bateaux parce que les sous-marins allemands les tuaient. Donc on s'est dit, on va construire des pistes d'atterrissage dans l'Arctique pour amener ces avions-là. Donc le gouvernement américain s'est installé à des endroits que le gouvernement canadien ne connaissait pas. C'est très drôle. Le gouvernement canadien avait aucune idée les Américains étaient où. Et puis, ce que ça a fait, c'est que justement, comme c'était au moment où il y avait une chute assez importante du prix du renard, comme c'était un moment aussi où il y avait une chute des populations de caribous qui rendait la chasse aux caribous très difficile, bien, plusieurs Inuits se sont rendus près des infrastructures puis ont commencé à travailler pour les Américains. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la construction de lignes de radar, la Distant Early Warning Line, par exemple, qui visait à détecter la venue de bombardiers soviétiques par le Canada. Ça aussi, ça a demandé un effort très important et plusieurs Inuits ont travaillé à la construction de ces infrastructures-là. Donc, à partir de ce moment-là, le gouvernement fédéral voit que bon, les Inuits ont un besoin. Là, ils commencent à avoir faim, ils manquent d'emploi, ils n'ont plus de revenus, il n'y a plus de caribous vraiment. Alors, ils se sont demandé, mais qu'est-ce qu'on fait? En 1949, ils ont introduit l'allocation familiale pour toutes les familles canadiennes, surtout pour toutes les femmes canadiennes, allocation à laquelle les femmes inuites avaient droit. Et puis, ils ne leur donnaient pas en argent, bien sûr, parce qu'ils trouvaient qu'ils n'étaient pas assez bons pour gérer des fonds, mais ils leur donnaient des coupons qui étaient échangeables à la compagnie de la Bédition. L'allocation familiale dans la loi canadienne obligeait les femmes à envoyer leurs enfants à l'école. Dans l'Arctique de l'Est, au début, on n'a pas trop fait cas de cette loi-là, mais à partir du milieu des années 50, de 1956, en fait, on a demandé aux femmes d'envoyer leurs enfants à l'école, ce qui a fait que les familles ont suivi beaucoup, là, ils sont partis de leur campement, puis plusieurs familles se sont déplacées près des écoles pour continuer à recevoir l'allocation familiale, ce qui a entraîné, on va le voir, l'augmentation de population dans certaines communautés où il y avait des écoles de manière très importante dans une période de temps très, très restreinte. Là, pour accueillir tous ces gens-là, le gouvernement fédéral s'est dit, il faut construire des maisons. Ensuite, on a commencé à construire des dispensaires, donc des petites, des nursing stations en anglais, là où il y avait une infirmière où on pouvait donner des soins. On embauchait des fonctionnaires pour gérer toutes ces choses-là qui se passaient dans les communautés. On a créé d'autres allocations pour donner un peu de fonds aux Inuits qui arrivaient dans les communautés, mais finalement qui n'avaient pas de travail. Bref, l'espèce de grande roue là, de la colonisation a commencé à rouler extrêmement rapidement à l'intérieur. Puis à l'intérieur d'une période, là, je dirais qu'en 1965-66, la majorité des Inuits étaient sédentarisés, bien qu'encore plusieurs à cette époque-là allaient toujours dans les camps à la chasse plusieurs mois par année. Et c'est encore le cas dans certaines communautés, il y a encore des gens qui se promènent beaucoup. Donc, entre l'introduction de l'allocation familiale en 1949 puis l'élection du gouvernement conservateur de Diefenbaker en 1957, le gouvernement fédéral, qui était un gouvernement libéral, dont le ministre du Nord était Jean Lesage, qu'on a bien connu par la suite au Québec, parce que c'est lui aussi qui a voulu développer le nord du Québec et les ressources du nord du Québec. Le gouvernement fédéral, donc, à cette époque-là, développe des programmes, des politiques, des infrastructures dont l'objectif avoué est d'offrir aux Inuits les mêmes avantages que ceux réservés à l'homme blanc. Et ça, j'ai ça dans des beaux textes écrits par Jean Lesage, puis par d'autres fonctionnaires fédéraux. Diefenbaker, quand il est élu en 1957, poursuit l'aventure du Nord, plus dans une optique de développement économique, mais avec lui aussi, là, il y a énormément de ressources du gouvernement fédéral qui sont injectées dans l'Arctique. Tant et si bien qu'entre 1949, donc, en 1949, le budget du gouvernement fédéral aux affaires nordiques était de 3 millions, en 1960, il était de 41 millions. C'est quand même assez. Je pense pas qu'il y ait de ministères qui subissent des hausses aussi importantes de nos jours en nulle part. C'est ce qui fait qu'il y a des communautés comme Frobisher Bay, Iqaluit maintenant dans le sud de l'île de Baffin, qui n'existaient pas avant 1943 puis l'arrivée des Américains, avait 298 habitants en 51, 351 en 56 et 1600 en 1960. Aujourd'hui, il y en a 8000. Donc, il y a eu une croissance exponentielle dans les années 50, début des années 60. J'ai quelques photos de cette période-là à Iqaluit. Ça, c'est pris à Apex. C'est un petit peu à l'écart. On voit des Inuits en habits traditionnels qui viennent s'installer à côté des petits bungalows qui sont construits pour eux. Une photo qui a été prise en 56.
Une autre photo qui a été prise, c'est la base, une partie de la base américaine qui a été prise en 1961. Et puis, l'autre aussi que j'aime bien, c'est entre les deux, entre la base et entre Apex, que je vous ai montré, il y avait le village d'Iqaluit, qui s'écrivait KH à l'époque, qui était le village inuit où vous voyez les tentes, et où vous voyez les chiens. Parce que l'enjeu de tout ça, c'est que quand les Inuits sont venus dans les communautés, ils sont venus avec leurs chiens. C'était des animaux dont ils avaient besoin pour chasser, des animaux dont ils avaient besoin pour se déplacer, et des animaux aussi, on va le voir, puis je peux quand même le dire, le chien était un animal, mais il faisait quand même partie de la société des Inuits. Donc, quel temps passe, c'est incroyable. Ça n'a pas de bon sens. Donc, moi, ce que j'ai tenté de faire, c'est que j'ai tenté de comprendre ce qui s'est produit à cette époque-là. Comme je disais, mon premier objectif, c'était d'avoir une espèce de portrait historique de ce qui s'était passé. J'ai travaillé, là, je vous les présenterai pas toutes, puis je sais que c'est vraiment ridiculement petit. J'essaie de trouver une carte qui avait de l'allure, je n'en ai pas trouvé. Et j'ai travaillé dans 9 communautés du Nunavik et puis dans 4 communautés du Nunavut. Je suis pas allé partout, j'avais pas les moyens. Ceux qui ont voyagé dans l'Arctique savent que ça coûte les yeux de la tête. Donc, j'ai voyagé surtout avec Iqaluit, puis pour ce qui concerne les communautés du Nunavik, j'ai travaillé avec la société Makivik, avec qui on a échangé mutuellement nos données, puis ça m'a donné un gros coup de pouce. J'en suis venu à la conclusion, après avoir étudié toutes ces communautés-là, qu'il n'y avait jamais eu de politique d'abattage systématique des chiens. Par contre, il y avait des chiens qui avaient effectivement été tués dans chacune de ces communautés-là, mais que dans chaque communauté se distinguait parce que chaque communauté avait vraiment une histoire propre, une histoire qui était la sienne, et que la manière dont les chiens étaient tués pouvait dépendre de l'année. Donc, ce qui s'est produit en 1957 n'est pas la même chose qui s'est produit en 1963, par exemple. Le contexte local, les grandes et les petites communautés n'avaient pas du tout la même, comme on va voir, je vais donner certains exemples, n'ont pas subi du tout les mêmes choses. La présence de maladies canines aussi, parce qu'à un moment donné, dans toute cette espèce de melting pot-là, arrivent des épidémies de maladies, la rage, la maladie de Carré, l'hépatite canine infectieuse, qui décimaient littéralement les populations de chiens. Et là aussi, le cadre réglementaire. Vous voyez, on a deux régions ici. Le Nunavik est au nord du Québec, bien sûr. L'île de Baffin était à l'époque dans les territoires du Nord-Ouest, aujourd'hui au Nunavut. Je trouve toujours ça amusant de dire qu'on justifiait l'abattage des chiens dans ces deux régions-là par deux lois différentes. Au Québec, on utilisait la loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture, ce que je trouve toujours amusant, parce que bon, l'agriculture dans l'Arctique, c'est ordinaire. C'est que c'est une loi dans laquelle il y avait une clause où on disait que dans les territoires non organisés, les chiens pouvaient être laissés en liberté entre le 16 décembre et le 30 avril. Mais quand le 30 avril et le 16 décembre de chaque année, les chiens devaient absolument être attachés. Et que si les chiens n'étaient pas attachés et étaient retrouvés en liberté, n'importe qui pouvait les tuer. En 1965, la loi, puis ça aussi j'aime ça toujours le mentionner un peu, la loi a été amendée pour que cette période-là soit étendue à l'année. C'est René Lévesque qui a amendé la loi alors qu'il était ministre libéral. Dans les territoires du Nord-Ouest, on avait créé une loi spécifiquement sur le contrôle des chiens en 1929 pour contrôler les chiens dans la région du delta du Mackenzie. J'ai écrit un truc là-dessus, si ça vous intéresse, on pourra en reparler à un moment donné, mais c'était une loi qui était assez contraignante. Donc, les seules personnes qui avaient le droit de tuer les chiens, c'était des officiers canins qui étaient nommés directement par le commissaire des territoires du Nord-Ouest. Maintenant, le commissaire des territoires du Nord-Ouest joue un peu le même rôle que le lieutenant-gouverneur d'une province. À l'époque, par contre, c'était le fonctionnaire qui était chef des territoires du Nord-Ouest et qui avait le pouvoir de décréter, pas des lois, parce qu'il n'était pas discuté en assemblée législative, mais bon, qui avait le pouvoir d'imposer avec ses fonctionnaires ce qui allait se produire dans le territoire. Et bref, lui devait nommer les officiers canins, le commissaire. Les officiers canins avaient comme job d'attraper les chiens errants, de les garder pendant 5 jours. Si au bout de 5 jours, la personne ne venait pas les chercher, là, ils pouvaient les vendre à l'enchère. Puis si seulement personne venait acheter le chien au bout de tout ce processus-là, ils pouvaient le tuer.
graduellement, les lois ont été amendées, puis dans les années 50, suite à des plaintes des policiers qui faisaient rire d'eux autres par les gens parce qu'ils n'étaient pas capables d'attraper les chiens, ils ont eu le droit de tuer directement les chiens qui se promenaient en liberté dans les communautés. Je vais vous donner 4 exemples rapidement, parce que j'ai plus vraiment le choix. Je vais commencer avec la communauté de Kujarapiq. Kujarapiq, c'est intéressant, c'est une communauté où il y avait des infrastructures militaires construites au milieu des années 50. C'est une communauté où il y avait quand même une population blanche, si on veut, pas assez élevée, c'est relatif parce qu'on parle de quelques centaines de personnes avec les Inuits inclus. C'était une communauté aussi au confluent près des territoires Cris, mais des Inuits des Thais, il y avait les Inuits aussi des îles Belcher qui venaient là. Bref, c'est un territoire assez occupé. Et puis, il y avait là énormément de chiens. Et puis, durant toutes les années 50, à chaque année, il y avait des accidents qui étaient rapportés. À chaque année, le fonctionnaire fédéral en place, celui qu'on appelait le NSO, le Northern Service Officer, engagé par le gouvernement fédéral pour gérer la communauté, devait rencontrer les gens et leur dire, écoutez, là, vous devez attacher votre chien, puis là, il y a quelqu'un qui a été attaqué, ou il y a une petite fille qui est morte. À chaque année, il y avait des incidents comme ceux-là, où à un moment donné, il y a des chiens qui ont attaqué un entrepôt de nourriture, puis là, les gens de l'armée, pas de l'armée, mais les gens de la station de radio étaient vraiment très fâchés de ça. Bref, ces chiens-là qui étaient pris à attaquer, qui étaient pris à voler des trucs, étaient tués, mais il n'y avait pas d'autres incidents, sauf le fait que ça créait des tensions dans la communauté, parce que les gens se disaient, ben là, les Inuits se disaient, pourquoi je suis obligé d'attacher mon chien, puis on est capable de vivre avec les risques associés à un chien, c'est pas la fin du monde. À un moment donné, l'armée leur a dit, pas l'armée, mais le chef de la station leur a dit, mais peut-être que je pourrais vous donner les restes de table pour vos chiens. Puis les Inuits ont dit, non, vous allez empoisonner nos chiens. Laissez faire ça. Bref, ça créait des tensions dans la communauté, mais il n'y a jamais eu d'épisode flagrant d'abattage, d'abattage de chiens. C'était vraiment ponctuel. Il y a même eu à un moment donné, ça c'est un peu, c'est drôle sans l'être, mais à un moment donné, il y a un opérateur radio qui a tué 2 chiens, puis là, les Inuits se sont présentés à sa maison, puis il est vraiment super fâché. Puis là, lui, ça l'a indigné, il a écrit à Maurice Duplessis directement, il a écrit au Magazine Times, il a écrit à la Gazette de Montréal en disant, écoutez, dans cette communauté-là, il y a des centaines de chiens en liberté, c'est terrible, ça n'a aucun bon sens. Il y a un autre opérateur radio qui a écrit au Times pour leur dire, hey, merci messieurs du Times de me dire ça, je vis là, puis j'avais jamais remarqué qu'il y avait autant de chiens dans la communauté. C'est bref, c'était drôle sans l'être, mais ce qui s'était produit, c'est que quand il avait tué les chiens, il avait tiré à travers la tente de certains Inuits. C'est ça qui avait fâché les gens, plus le fait qu'il ait tué les chiens. Tout ça pour dire que Maurice Duplessis a quand même réagi. Il a envoyé un policier de la SQ, alors que la SQ n'était pas encore en place dans cette communauté-là. C'est encore la GRC qui était là à l'époque. Puis le policier est arrivé dans la communauté, puis il a dit que vous allez tous attacher vos chiens immédiatement. Je repars demain, puis demain, je vais tuer tous les chiens errants que j'ai trouvés, puis effectivement, il en a tué 6 le lendemain. À partir des années 60, au début des années 60, il y a des épidémies, vous allez voir, je vais en parler continuellement, des épidémies. Au début des années 60, ça a été un fléau partout dans l'Arctique. Les épidémies ont décimé les populations de chiens de Kuujjuaq. Les gouvernements ont été un peu stressés, ils ont envoyé des vaccins. Il y a juste le gouvernement du Québec qui répondait pas, qui faisait comme si ça n'existait pas. Mais le gouvernement fédéral a envoyé des vaccins, il a essayé de former des vaccinateurs, il a fait de comprendre c'était quoi la maladie qui frappait aussi les chiens, il envoyait de la nourriture, il ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et puis en 1968, conclusion sur cette communauté-là, ben, il n'y avait plus de chiens. Il y avait juste des motoneiges qui avaient été introduites 3 ans auparavant. Si je vais à Kaniarsuyoaq, on est dans une dynamique totalement différente. Kaniarsuyoaq, c'est une petite communauté, encore aujourd'hui, qui est vraiment pas très grande. À l'époque, dans les années 60-50, il n'y avait pas de présence policière. Il y avait très peu de Blancs, de non-Inuits. Et puis, à ce moment-là, donc, les Inuits étaient laissés en paix, puis ils faisaient un peu leur rebelle. Mais un petit peu plus, bon, vers 64, je vais commencer dans le début, probablement plus facile. En 64, à un moment donné, ou en 65, j'ai jamais réussi à trouver l'année exactement, mais c'est plus ou moins important. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est 8 ans après ce qui s'est produit à Kujarapiq.
il y a un policier de la SQ qui est débarqué avec son assistant inuit et qui a demandé aux gens de la place, demain, amenez vos chiens inutiles sur la plage. Là, les gens n'ont pas compris ce qu'ils entendaient par chien inutile parce que les chiens qu'ils gardaient, ça ne pouvait pas être des chiens inutiles. Quand les Inuits n'étaient pas capables de nourrir un chien ou quand il y avait un chien de trop, ils s'en débarrassaient. Donc, ça veut dire quoi des chiens inutiles? Le lendemain, ils ont amené leurs chiens et puis là, le policier les a abattus avec son assistant inuit. Ils ont même demandé aux gens de la place, aux chasseurs, d'utiliser leur propre fusil pour tuer des chiens aussi, ce qui les a grandement insultés, ce qui fait qu'il y a quelques centaines de chiens qui sont décédés au moment de cet épisode-là. Mais on n'a pas d'autres histoires, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après. Ce qui reste, il y a zéro données d'archives là-dessus. Ce qui reste, c'est de la mémoire des gens qui racontent cet épisode-là et qui en sont encore frappés aujourd'hui. Et puis, ça s'explique entre autres, cette venue-là. Ce que j'ai compris, là, c'est qu'une femme qui était décédée quelques mois plus tôt à Quartark, la communauté voisine, qui avait été attaquée elle-même par des chiens. Et puis ce que j'ai compris aussi à l'étude, c'est que dans les petites communautés où il n'y avait pas de présence policière, tous les épisodes d'abattage de chiens qu'on raconte, c'est vraiment des éléments comme ça ponctuels. Quelqu'un se présente, tue une masse de chiens puis s'en va. Alors que dans les communautés plus grandes, il y a une présence non inuite beaucoup plus grande. Là, on parle d'événements, de chiens qui sont abattus de manière régulière, mais en petit nombre. Je vais aussi vous amener à Iqaluit. Sur l'île de Baffin, c'est là que j'ai travaillé, c'est là que j'ai le plus de données aussi. Il y a énormément de données d'archives aussi sur cette communauté-là, bon, créée en 1943 par l'armée de l'air américaine. Comme j'ai dit tout à l'heure, la population a augmenté de manière très importante à la fin des années 50, début des années 60. Il y avait énormément de chiens dans la communauté. Ceux qui sont déjà allés, le dépotoir, qui vient d'ailleurs d'être éteint, il a été en feu dans les 6 derniers mois, c'est un peu problématique dans la communauté, mais bon bref, le dépotoir est comme au sud de la ville, puis la manière, là où les Inuits étaient situés, il fallait que les chiens passent à travers le camp de l'armée puis les bâtisses gouvernementales pour se rendre au dépotoir où les Inuits les laissaient aller se nourrir. Parce que les Inuits disait qu'un chien, d'abord, ça doit rester en liberté, ça doit être socialisé. Les chiens inuits, c'est pas des bêtes commodes. C'est des chiens qui sont quand même assez forts. C'est des chiens qui n'apprécient pas nécessairement la présence des autres chiens et qui n'apprécient pas du tout être attachés pour être attachés. Puis les Inuits disaient, ils ont besoin d'être socialisés, ils ont besoin d'être dans du monde, ils ont besoin de se déplacer aussi pour se nourrir parce que jamais, même dans la période traditionnelle, jamais les Inuits nourrissaient leurs chiens, par exemple, pendant l'été. Assez peu pendant l'hiver. Les chiens étaient appelés à vraiment trouver leur nourriture eux-mêmes. Donc, ils les laissaient aller, puis ça a créé certains enjeux dans la communauté du Iqaluit assez importants. Et puis, les chiens étaient abattus par les policiers, les officiers canins là, chargés de ça de manière régulière, ce qui créait des tensions. Et puis, bon, c'est sûr qu'il y en a qui attachaient leurs chiens, mais ils disaient, écoute, j'attache mes chiens, puis là, ils gèlent parce qu'ils peuvent pas bouger, ils ont des engelures, ils sont plus en forme, ils sont super sauvages quand on s'approche, là. Fait qu'ils prenaient la chance, puis ils les laissaient aller. En 1959, il y a eu un épisode où il y a 250 chiens qui ont été tués pour faire un exemple, puis ça n'a pas marché. C'était toujours de, oh non, on peut pas attacher des chiens, on peut pas le faire. Ce qui est super ironique aussi là-dedans, c'est que comme il n'y avait pas de clause dans la loi sur les chiens, pour ramasser les carcasses, ils ont tué ces 250 chiens-là, puis ils les ont laissés pourrir sur place, ce qui, pour la santé publique, est assez ordinaire. Ce qui est important de souligner, par contre, c'est ce que j'ai réalisé, c'est que les chiens qui étaient attachés et ou en santé étaient jamais tués. C'était vraiment les chiens en liberté, puis les chiens malades, ceux qui représentaient un risque sanitaire qu'ils l'étaient. Donc, ici comme ailleurs, parce que j'ai oublié de le dire pour Kanien'kehá:ka, en 68, il n'y avait plus de chiens. C'était totalement, maintenant les gens se déplaçaient totalement par motoneige. Puis, rapidement, Pangnirtung, quatrième exemple, Pangnirtung, c'est une communauté où les Inuits ont vécu sur le territoire très longtemps, une des plus longtemps en fait dans l'Arctique. En 1962, ce qui s'est produit, c'est que les épidémies qui étaient parties un peu de là, un peu aussi de la côte ouest de la baie du Thon, étaient remontées et à l'hiver, en mars 62, étaient rendues à Pangnirtung et la population de la baie de Cumberland, qui est l'eau ici, l'eau là, je vois mal là, ici,
J'ai fait une belle ligne derrière. Ah, c'est mon coude qui a fait ça. Regarde, dedans. J'ai un coude rouge. Bref, ce qui s'est produit, c'est que la population de chiens a chuté de 900 à 273. Et ça a inquiété les autorités canadiennes qui se disaient, ben là, attendez, là, si ces gens-là ont plus de chiens, ils peuvent plus chasser, ils peuvent plus aller sur le territoire, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont donc décidé, sans consulter, bien sûr, on n'était pas à une époque de travail en commun, ils sont allés dans les dans les camps, dans les différents camps, en avion, ils sont atterris, ils ont demandé aux gens d'embarquer dans l'avion, ils ont dit, OK, vous avez 1 heure, prenez vos affaires, tout ce qui rentre dans l'avion, on part, puis en partant, ils tuaient les chiens, ils abattaient les chiens qui restaient sur place. C'était un moyen pour eux, ils voyaient ça comme un moyen de résorber la maladie, et ils les ont amenés à Pagnertung, la petite communauté. Là, ils leur ont fait faire quelques activités et tout. Et puis, quelques mois plus tard, ils ont réussi à obtenir des chiens qui venaient de Yellowknife et puis de Pond Inlet dans le nord de l'île de Baffin, qui ont redonné aux gens, qui ont dit, ben voilà, maintenant, vous pouvez retourner dans vos camps, ce que plusieurs ont fait. Plusieurs sont retournés vivre dans leur camp. Ça a pris quelques années, entre 65 et 68, pour que les Inuits de la baie de Cumberland reviennent vivre dans la communauté. Bref, ça, c'est l'analyse historique. Je trouve ça super intéressant, mais ça explique pas plein de choses. Ça explique pas d'abord pourquoi le gouvernement canadien pensait que c'était une bonne idée de tuer des chiens. Ça explique surtout pas la douleur des Inuits, ni les références au génocide. J'ai envie de ne pas vous parler du gouvernement canadien. Je pense que les motivations sont assez claires. En fait, les motivations du gouvernement canadien à l'époque, c'était de créer des communautés sécuritaires. C'était vraiment, là, de ceux qui ont lu Foucault, c'était vraiment dans un esprit de l'application concrète du biopouvoir qu'on faisait partout au Canada à ce moment-là. Et puis, ce qu'on voulait, c'était créer des communautés sécuritaires, minimiser le risque. Donc, on tuait les chiens qui représentaient un risque pour la sécurité des gens, mais ceux qui ne représentaient pas de risque, ben là, on les tuait pas, puis au contraire, on leur donnait de la nourriture, puis on les vaccinait pour les protéger, puis Mais à l'époque, c'était vraiment perçu de manière complètement étrange par les Inuits qui ne comprenaient pas ce qui se passait, puis ils avaient bien raison de ne pas comprendre, puis même les fonctionnaires, il y a un policier à un moment donné qui écrit, écoute, ils doivent penser qu'on est complètement fous, parce qu'on fait des affaires, on dit une chose, puis on fait d'autres choses, ça n'a pas de bon sens. Donc, je vais en rester là pour l'interprétation du gouvernement fédéral. Ce qui m'intéresse, puis bon, c'est là que je voulais en venir avec la citation de départ de ma présentation, c'est que bon, tout ça, c'est super intéressant, mais on ne comprend pas encore pourquoi les Inuits ont souffert. Puis, dans mes recherches que j'ai réalisées, puis j'ai réalisé que les revendications des organisations Inuits aussi portaient beaucoup sur l'importance économique du chien. On dit, écoute, quand les Inuits ont perdu leur chien, là, ils ont perdu leur moyen de se déplacer, puis ils ont perdu aussi leur moyen d'aller chasser, parce que le chien était un animal instrumental dans la chasse, juste pour sentir le trou de respiration du phoque dans la glace qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, puis tu passes à côté un motoneige, puis tu ne le verras jamais, le chien le sent. Juste pour ça, là, c'était hyper important. Puis je pense qu'il y a un peu de ça, effectivement, en perdant son outil de travail, puis son moyen de transport, ça a créé des traumatismes assez importants. Par contre, on ne parle jamais, que ce soit dans les discours de revendication ou même dans ce qui a été écrit dans l'histoire plus récemment au sujet de ça, on ne parle jamais de l'importance du chien et sa place dans la culture inuite. En fait, moi j'ai compris, ce que j'ai réalisé en jasant avec les Inuits puis en lisant la littérature anthropologique, qui parfois est très utile, c'est qu'en tuant des chiens, le gouvernement fédéral n'avait pas du tout réalisé qu'en permettant, le gouvernement fédéral, provincial, les policiers, bref, tous ceux qui étaient impliqués dans l'abattage des chiens, n'avaient pas du tout compris que en permettant l'abattage des chiens potentiellement dangereux, là, qui représentaient à leurs yeux un risque pour les populations locales, ils tuaient en fait les membres de la famille, des membres de la famille de plusieurs Inuits, et ils menaçaient aussi de mort leurs propriétaires. Je veux juste vous... Je sais que j'ai présenté ça aussi à Nord cette semaine. Il y a une notion chez les Inuits qui est super importante, qui est celle d'Atir, qui est encore très importante, c'est le nom. Mais le nom chez les Inuits, c'est une entité autonome, c'est quelque chose qui possède sa propre existence, et puis qui possède aussi ses propres relations sociales. Donc quand on acquiert un nom à la naissance, on acquiert toutes les relations sociales qui viennent avec. Si, par exemple, je prends des exemples simples pour que ce soit assez facile à comprendre, les noms sont unisexes aussi, ce qui est important de savoir. Si j'avais donné à mon fils le nom de ma grand-mère maternelle, je l'appellerais grand-maman et je m'adresserais à lui comme si c'était ma grand-mère.
Et je pourrais lui demander, te souviens-tu, grand-maman, quand on était jeune, puis tu m'amenais dans ton jardin pour aller cueillir les cocons? Non. Il y a ça chez les Inuits, ça fait partie de la société, et on réactualise toujours les relations sociales comme ça. Ce qui est important de savoir, c'est que les chiens avaient un nom comme celui-là. Les chiens étaient vraiment membres de la société. Ils pouvaient être grand-père, oncle, mononcle, et on s'adressait à eux comme tels. Grand-papa, tu finis de japper, il me semble qu'avant, t'étais patient, puis quand t'avais faim, tu hurlais pas de même. Puis ça, là, ça se retrouve continuellement dans la littérature. Puis le pire, c'est que c'est le pire. En fait, c'est encore pertinent. Aujourd'hui, les gens, les Inuits, nous parlent de ça vraiment avec fierté, de leur nom de baptême sur leur baptistère, mais aussi du nom qui a été donné par leurs parents et des autres aussi, parce que beaucoup d'Inuits ont vraiment, vraiment beaucoup de noms. Puis chacun a ses propres implications sociales, donc c'est assez important, mais le chien fait partie de ça. Le chien est là-dedans. OK, ouais, c'est ça. Là, je suis vraiment un peu mêlé dans mes notes. L'autre chose qui est assez importante, c'est l'Inuit, c'est une notion qui signifie propriétaire, principe vital possesseur. Inuit, ça veut dire leur propriétaire, en fait, parce que les Inuits eux-mêmes sont leurs propres propriétaires d'eux-mêmes, mais les animaux ont un Inuit commun. On l'a souvent traduit dans la littérature par esprit, par exemple, Senna, qui est la déesse des animaux marins, et ça n'est pas une déesse, en fait, c'est vraiment leur esprit vital possesseur, qui les possède. L'esprit a besoin des animaux pour vivre, mais les animaux ont aussi besoin de l'esprit pour vivre. Ils forment une unité sur le plan symbolique. Et quand on menace d'en tuer un, on menace la vie de l'autre. Puis ce qui est important de savoir, c'est que l'Inuit du chien, c'est son maître. Et puis, traditionnellement, ça c'est super bien documenté, quand dans leur groupe restreint, là, quand les Inuits vivaient ensemble dans leur camp puis se déplaçaient sur le territoire, quand quelqu'un faisait du trouble, quand quelqu'un mettait en danger le reste de la société, on pouvait l'ostraciser ou le menacer de l'ostraciser. Et puis, dans le pire des cas, on menaçait de tuer ses chiens ou on tuait ses chiens. C'est très rare qu'on tuait la personne directement, mais en menaçant de tuer ses chiens ou en tuant ses chiens, on le condamnait à mort, littéralement, parce qu'un chasseur inuit en 1932 qui n'avait pas de chien ne pouvait pas vivre. Il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas chasser, il ne pouvait rien faire. Donc, quand les Inuits, puis je veux dire, il y a même des exemples, il y a un super beau cas, là, beau cas historique, en tout cas, d'un Inuk qui a tué un traiteur indépendant dans le nord de l'île de Baffin parce que il dit j'étais mieux de le tuer parce qu'il menaçait de tuer mes chiens, puis il s'est retrouvé en prison. Ça a été le premier Inuit de l'Arctique de l'Est à être accusé de mort. Il s'est retrouvé en prison à Winnipeg où il a attrapé la tuberculose, puis là où le gouvernement a fait pauvre, lui, il a attrapé la tuberculose. On va le ramener chez eux pour qu'il voit sa famille, puis là, il a donné la tuberculose à tout le monde dans l'autre ville de Baffin. Bref, quand les Inuits ont perdu leur chien, quand ils se sont fait tuer leur chien, quand les propriétaires de chiens ont vu leur chien mourir, ils étaient convaincus d'être les prochains. Et ça explique beaucoup des citations que j'ai présentées tout à l'heure. Et puis j'ai pas de conclusion, puis j'arrête ici. À l'heure, je suis vraiment très content.